C'est bon. Donc ce soir, on a le plaisir de recevoir Elie Mezloum, libanais, qui va nous parler du christianisme au Liban dès les origines. Il ne faut pas oublier, comme l'Égypte, que le Liban est une terre sainte, du moins elle a été sanctifiée par la présence du Christ. Et au Liban, on trouve à peu près toutes les communautés orientales. Je pense que vous l'évoquerez. Et je pense que nous, Français, on a des leçons à tirer. Comment ces communautés ont réussi à préserver leur identité, malgré un environnement pas toujours favorable, c'est moins qu'on puisse dire. Et on le voit encore aujourd'hui, sur le plan géopolitique, la situation est pour le moins incertaine. À vous, cher ami. Merci, frère Thierry. Je suis content en tout cas de voir que le Liban attire encore, parce qu'on n'entend plus parler du Liban depuis quelques années. Alors juste une petite introduction, c'est que tout le monde sait où il se trouve le Liban, en tout cas sur la Méditerranée, j'imagine. Le peuple libanais, il est issu de la civilisation phénicienne. Souvent on dit, voilà, les Libanais c'est des Phéniciens. C'est une civilisation qui a existé 4000 ans avant Jésus-Christ. C'était une civilisation réputée comme étant des commerçants, des marchands marins. Et surtout, ils ont sillonné toute la Méditerranée. Et si vous regardez bien l'histoire, ils ont créé même Carthage. Ils passaient en tout cas dans toute la Méditerranée. C'est eux qui ont fait alors certains Libanais ils disent c'est eux qui ont inventé l'alphabet, d'autres qui disent ils ont fait connaître en tout cas, mais au moins en tout cas ils ont réussi à faire connaître l'alphabet. L'alphabet à l'origine c'était une graphie composée de 22 signes qui allait être reprise par les Grecs, par les Romains, par tout l'Occident. La plus ancienne inscription de ce type, elle date du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Elle est gravée sur le sarcophage d'Ahiram, le roi de Byblos, et cette inscription se trouve au musée de Beyrouth. Si vous allez au musée de Beyrouth, vous pouvez la voir. En tout cas, du moins, ils ont réussi quand même à faire connaître l'alphabet. L'histoire du Liban chrétien, elle a commencé selon les Actes des Apôtres, 11-26, si vous voulez, en tout cas pour être précis. Ce fut à Antioche. C'est la première fois qu'on a parlé, en tout cas des chrétiens, c'était à Antioche. Et l'histoire du Liban a commencé vers le 4e siècle après Jésus-Christ. On peut... alors, l'histoire du Liban a toujours connu, en tout cas, des turbulences. La guerre du Liban, là, de 75 à 90, n'est pas une première. En fait, le Liban a connu des guerres, des persécutions. Les croisades, par exemple, c'était quand même des guerres à côté, mais c'était pas tout, en tout cas tout repos. Puis après, les chrétiens ont été persécutés. Il y a eu des massacres en 1841, 1845, 1860. Il y a eu plusieurs massacres. Puis après, vous avez la guerre, à la fin de la Première Guerre mondiale. En fait, en France, on connaît la guerre en fait, la Première Guerre mondiale comme étant une guerre aussi qui était aussi dure que celle du Liban. Mais au Liban, les Libanais ont connu la faim en 1915, faim FAIM. Et beaucoup de gens, par exemple, j'ai mon grand-père qui me racontait, en tout cas mes parents me racontaient que mes grands-parents, par exemple, ils étaient obligés d'aller en Syrie à pied pour aller trouver à manger. Ce qui fait que c'était cette période-là, la moitié de la population chrétienne était disséminée en 1915. Mais je reviendrai en tout cas sur ça, parce qu'il y avait quand même pas mal de blocus, le blocus turc qui a voulu affamer tout le mont Liban. Alors, et après vous avez la guerre de 1915 à 1991. Ça c'était les guerres. Mais l'histoire quand même du Liban,
elle a été marquée quand même par le fait que ça soit un pays carrefour. C'est le carrefour entre l'Orient et l'Occident. Il y a eu, à chaque fois qu'il y a un empire qui passait par là, il ravageait tout sur son passage. Par exemple, on a connu les massacres, parce que c'était de temps de l'Empire turc, il y a eu avant d'autres empires. Et en tout cas, aujourd'hui, il y a une république, il y a la République libanaise. La première fois où les frontières du Liban ont été tracées, dessinées, c'était en 1920, lorsque la France, parce que la France et l'Angleterre se sont partagés le Moyen-Orient. La France avait le Liban et la Syrie. Et c'est grâce à la France que la première République libanaise a été mise en place, c'était en 1923. Ce qui fait que le Liban aujourd'hui c'est une république indépendante depuis 1943. La superficie du Liban c'est 10 450 km². Et la longueur du Liban, ça dépend en tout cas, ça dépend c'est de 210 km. Et la largeur, ça dépend des endroits, ça va de 25 à 60 km de largeur. Aujourd'hui, les habitants du Liban, il y a à peu près 4 millions d'habitants. Souvent, on dit qu'il y a le double, voire le triple à l'étranger. Alors, comment on explique ça? Déjà pour vous parler de ça, avant de vous parler du christianisme, pour moi, c'est un phénomène naturel parce que les Libanais ont toujours voyagé. C'est pour cela que je vous ai parlé des Phéniciens. Les Phéniciens, en fait, ils ont sillonné toute la Méditerranée. Ils voyageaient. Les Libanais, ils voyageaient parce que le Liban, c'est un pays beau, un très beau pays. Si vous ne l'avez pas encore visité, il est encore temps. N'hésitez pas à le faire. Mais il n'y a pas grand-chose, en fait, pour travailler. C'est un pays un peu comme, je ne dis pas qu'en Corse, il n'y a pas grand-chose, mais presque, en fait. C'est vrai que la Corse, c'est une île quand même qui est très belle. Mais en termes d'industrie, d'usines, de minerais, de matières premières, il n'y a pas grand-chose. Et que c'est comme c'est très montagneux, même pour l'agriculture, c'est très difficile en tout cas de cultiver la terre. Du coup, depuis toujours, les Libanais en tout cas voyageaient pour manger, en fait pour travailler. Et ce n'était pas en tout cas juste à cause des guerres. Les guerres, c'était aussi c'est-à-dire les guerres renforcées de départ, mais les Libanais de tout temps ont voyagé. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec, il y a des chiffres qui sont avancés de l'ordre de 10 millions, 12 millions, 13 millions de Libanais à l'étranger. Alors, pour l'instant, ils ne font pas trop de sondages, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, il y a combien de Libanais qui détiennent le passeport libanais. Ça, je ne sais pas exactement, parce que des Français en Amérique, il y en a plein. En fait, avec le Nouveau Monde, il y a beaucoup de Français qui sont partis aussi en Amérique. Alors, est-ce que c'est pour autant qu'ils sont encore Français, ou est-ce que c'est des Américains? Pour moi, ils sont Américains. Alors, ce qui fait que les Libanais qui détiennent encore vraiment le passeport, il y a encore au moins autant que les Libanais au Liban. Au moins ça. Qui détiennent des Libanais à l'étranger, mais pas les 10 ou 12 millions. Moi-même, j'ai la double nationalité. Il y a beaucoup de Libanais qui ont encore la double nationalité. La capitale du Liban, c'est bien évidemment Beyrouth. Alors, sur les 4 millions, vous avez 1 million de Libanais qui habitent à Beyrouth. Alors, je vous laisse imaginer la densité. C'est comme si à Paris, alors d'après mes souvenirs Asseyez-vous. C'est comme, il y a 60 millions de Français en France, c'est comme si le quart habitait seulement Paris. C'est énorme. Et la densité à Beyrouth, c'est vrai, Beyrouth c'est une ville qui grouille, il y a beaucoup de monde. La deuxième ville, c'est Tripoli. Puis après, vous avez Saïda, Sidon. En fait, dans l'évangile, on entend Sidon. Il y a Tyr, Zahlé, Jounieh, Jbeil, Byblos. Byblos, c'est la ville où il y a le plus ancien port du monde, qui est un port phénicien. Et que beaucoup de personnes, en tout cas, visitent. La langue officielle, c'est l'arabe.
Et c'était un pays francophone jusqu'à la fin de la guerre. Mais maintenant, malheureusement, il devient plutôt anglo-saxon. Mais d'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous parler. Moi, j'ai une association qui défend la francophonie au Liban. S'il y en a qui veulent venir au Liban l'été pour encadrer des enfants, n'hésitez pas à venir m'en parler. Alors, du coup, aujourd'hui, pourquoi en tout cas l'anglais maintenant, on apprend plus l'anglais que le français? C'est exactement parce que, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le Liban, c'est un pays qui vit du service et qui est obligé de se tourner vers l'extérieur pour vivre. Du coup, s'il utilise le libanais, ben, il ne peut pas, même dans les pays arabes, on n'utilise pas comme langue de travail l'arabe, ils utilisent l'anglais. Et s'ils veulent partir dans d'autres pays, quasiment l'anglais maintenant il est utilisé partout. Du coup, maintenant la deuxième langue est devenue l'anglais et le français c'est la troisième langue, alors que le français c'était la deuxième langue. C'est uniquement parce que c'est plus pratique et ça permet en tout cas... parce que les écoles, vous avez beaucoup d'écoles missionnaires, les écoles préparent les enfants pour aller travailler à l'étranger. C'est ça qui est étonnant du Liban, c'est ça qui est en même temps fascinant. Pour moi, le Liban me fascine tellement que même si ce n'était pas mon pays, je l'aurais adopté comme pays. Tellement il est fascinant. Mais parce que tout le monde sait que sur 10 diplômés, il n'y a que 2 diplômés qui peuvent trouver un travail sur le marché libanais, guerre ou pas guerre. 2 diplômés peuvent trouver le travail sur le marché libanais, et les 8 autres, il faut qu'ils trouvent du travail ailleurs. Que ce soit dans les pays du Golfe, que ce soit en Amérique, en Australie, en France, voilà. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de Libanais en France, mais en fait, il y a autant en Argentine, en Amérique, en Australie, un peu partout. Parce que voilà, la réalité, elle est là. Chaque année, sur 10 diplômés, il y a 8 qui vont trouver du travail ailleurs. Alors, c'est un pays qui a été, au cours des siècles, un lieu de rencontre des civilisations, des différentes civilisations et de cultures, aussi nombreuses que variées. Aujourd'hui, vous avez un passage incroyable. Il y a eu les Syriens, par exemple récemment, il y a eu les Syriens, il y a les Palestiniens, je vous en parlerai tout à l'heure. Ça fait quand même un mélange, mine de rien. Et ce mélange, ça crée une richesse. Par exemple, personnellement, je suis de parents tous les deux libanais, et je viens d'une région, ils ont tous le type occidental. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre histoire remonte, et c'est là où souvent on dit l'histoire du Liban, l'amitié franco-libanaise. En fait, l'histoire libanaise et l'amitié franco-libanaise, elle remonte aux croisades. Elle ne remonte pas, en tout cas, juste au mandat français de 1920. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à imaginer, en fait, aujourd'hui, on prend l'avion, en 4 heures, on est au Liban. Quand les militaires ils vont faire la guerre quelque part, que Dieu les protège, en fait ils vont, sur une journée ils vont, une semaine ils reviennent. Mais dans le temps, les croisés, ils partaient, ils restaient 30 ans, 40 ans. Et moi je ne peux pas imaginer que des hommes, toute une armée reste sans femme, sans se marier pendant 30 ou 40 ans. Et si vous regardez au Liban, si vous allez au Liban, regardez un petit peu, à côté des citadelles des croisés, toute la région, en fait, ils ont le type européen. Parce que c'était des hommes qui se mariaient là-bas, qui restaient, qui mouraient, certains, un bon nombre d'eux, ils mouraient là-bas, ils restaient là-bas, qui sont enterrés là-bas. Du coup, vous avez des régions du Liban où il y a eu un mélange avec les croisés. Alors, ce qui est même fascinant, ce mélange est essentiellement, il a été établi essentiellement avec les maronites. Si vous allez voir, faites un sondage un petit peu, vous verrez que plus de la moitié des maronites, ils ont le type occidental. Chez les orthodoxes, il n'y a quasiment pas. En fait, pourtant, ils sont chrétiens. Non, mais c'est vrai, ils ont le type oriental. Parce que c'était un mélange qui a été établi. Pourquoi? Parce que aussi, c'est lié à l'histoire de Saint-Louis. Saint-Louis, quand il est parti, en tout cas lors de sa croisade, surtout l'histoire nous dit qu'à un moment donné, c'est le seul qui s'est aventuré dans la montagne libanaise. Et c'est là que j'arrive à l'histoire des Maronites, parce que les Maronites, quand ils ont fui
la Syrie. Ils se sont réfugiés dans la montagne libanaise, c'était un peuple très pauvre, et ils ont vécu d'une manière autonome, parce qu'il y a beaucoup d'eau au Liban. Et ils ont cultivé la terre du Liban, qui est aride, ils ont fabriqué des gradins, et avec des gradins, mais en fait, quand on cultive la terre comme ça, c'est suffisant pour vivre, en fait, pour manger et être autonome. Mais on n'a pas suffisamment pour vendre à l'extérieur, en tout cas de se développer. Ils sont restés du IVe siècle jusqu'à l'arrivée de Saint-Louis. On ne savait même pas qu'il y avait quelqu'un dans cette montagne. Du coup, toutes les autres communautés étaient sur la côte ou dans la Bécare, et notamment les orthodoxes. Et eux, ils ont subi plus, en tout cas, l'influence du passage de tous les autres empires pendant ce temps-là, du IVe siècle jusqu'à l'arrivée de Saint-Louis. Je crois que c'était vers 1200. L'arrivée de Saint-Louis, il était le premier qui a voulu découvrir cette montagne, la montagne libanaise, et il a rencontré le patriarche maronite. Alors, souvent on entend parler du patriarche maronite. Alors, c'est qui le patriarche maronite? Le patriarche maronite, et je reviens après à Saint-Louis, c'est que le patriarche maronite, c'est qu'après le Christ a envoyé ses disciples pour créer des églises. Tant bien que mal, ils ont essayé, certains ont réussi et d'autres pas. L'église maronite, elle vient du disciple qui a créé l'église d'Antioche. C'est pour cela les Libanais, leur origine, ils ont des origines syriennes, des moines qui ont été persécutés, sans dire par qui, ce n'est pas la peine de faire de la polémique, mais disons qu'ils ont été persécutés, ils ont fui vers la montagne libanaise. C'est comme si aujourd'hui vous allez vivre, je ne sais pas, dans les gorges du Verdon ou Libéron, vous dites même pas, personne ne peut vivre là-dedans. Et bien eux, ils ont quand même, ils se sont réfugiés là avec leur patriarche. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore, l'Église n'était pas encore unie, il n'y avait pas à la tête de l'Église un pape. C'est-à-dire chaque apôtre a créé son Église et chaque apôtre était un patriarche. Et du coup, les maronites n'ont pas connu ni les schismes, ni les problèmes de l'Église sur est-ce que Marie est la mère de Dieu ou la mère de l'homme. Est-ce que, vous savez, tous ces débats-là, les maronites n'ont rien connu de tout ça. Du coup, ils ont gardé leur Église d'origine avec un patriarche comme elle était. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, aujourd'hui, il y a encore une Église d'origine. Je ne sais pas si vous savez qu'elle existe. Mais souvent on la confond, on croit qu'elle est orthodoxe, alors qu'elle est une église d'origine. C'est l'église d'Éthiopie. L'église d'Éthiopie n'est pas une église orthodoxe ni catholique. C'est une église d'origine. Et les maronites, c'était ça. Du coup, à l'arrivée de Saint-Louis, il les a rencontrés, il leur avait offert des cadeaux, tout ce que vous voulez. En tout cas, il y a eu un échange, il les a connus, il a fait leur connaissance, il était intéressé en tout cas par l'existence de ces chrétiens qui vivaient simplement dans la montagne. Et il a continué sa route. Et c'est là qu'il s'est fait prendre, il a été piégé à Saint-Jean d'Acre. Et l'histoire raconte qu'il a envoyé un messager pour demander aux maronites de l'aider. C'est là où on dit qu'il y a eu 5000 maronites qui se sont mobilisés pour l'aider et le délivrer de Saint-Jean d'Acre. En reconnaissance, Saint-Louis leur demande aux maronites de se rattacher à l'Église, à l'Église latine, à l'Église catholique, tout en gardant leur spécificité, sans rien changer. C'était en reconnaissance, en remerciement, mais aussi il avait écrit l'édit de Saint-Louis, je ne l'ai pas avec moi là, mais j'ai essayé de mettre la main, dans lequel il dit, Saint-Louis, il faut traiter les maronites, pas les Libanais, les maronites, comme les Français pour l'emploi et la citoyenneté. Vous voyez l'histoire du Liban. Aujourd'hui, moi je suis un peu peiné depuis 30 ans, on ne parle plus du tout des maronites comme s'ils n'ont pas existé, comme si c'était juste une relation comme ça d'amis, et puis on peut faire d'autres amis. Mais alors que la relation avec les maronites est tout autre, elle n'a rien à voir avec les relations qu'on peut rencontrer. Et du coup, les croisés sont restés, en tout cas beaucoup de croisés, ils se sont mariés, ils sont restés là-bas. Du coup, l'histoire, notamment avec les maronites, et je vous parlerai des autres communautés,
C'est plutôt une relation filiale. Et c'est la raison pour laquelle, tout au long, après les croisades, vous avez beaucoup de missionnaires qui ont fui dans les terres libanaises et surtout chez les Maronites dans la montagne libanaise. Que ce soit les jésuites, les lazaristes, les filles de la charité. Mais toutes ces missions, pourquoi ils allaient là-bas? Parce qu'ils savaient qu'ils étaient en confiance, parce qu'ils étaient accueillis comme si c'était comme, à l'époque, c'était comme si c'était un territoire français. Et au moment de la séparation de l'Église et de l'État, tous les missionnaires et les religieux, ils sont partis où? Une bonne partie sont partis au Liban. C'était dans les années 1800, au moment de la Révolution, tout ce temps-là. En fait, la terre d'asile, c'était le Liban à l'époque. Et aujourd'hui, c'est vrai, moi je ne comprends pas pourquoi on a oublié ça. Parce que ce n'est pas un rapport tel que juste un rapport d'amitié. Mais regardez l'édit de Saint-Louis, vous le trouverez en tout cas certainement. Il existe, en tout cas moi je l'avais trouvé même sur Internet une fois. Alors du coup, après, il y a eu après la Révolution française et la séparation entre l'Église et l'État, beaucoup de Français sont partis au Liban. Puis arrive 1920. Mais 1920, c'est normal. En tout cas, quand la France est arrivée là, la France était encore chrétienne, catholique. Du coup, ils ont eu un rapport avec les chrétiens autre que tout le monde. Et du coup, ils ont eu le plus grand rapport, le rapport le plus étroit était avec le patriarche. Alors, je reviens un petit peu sur les particularités de l'Église maronite. Lorsque Saint-Louis a demandé le rattachement, en fait, a proposé le rattachement à l'Église catholique, c'était, dans les particularités, c'était que la première chose, c'est que la langue liturgique était la langue syriaque, une langue qui vient de l'araméen. L'araméen, c'est à peu près comme le latin, et du latin, vous avez le français, l'italien, l'espagnol. Et l'araméen, vous avez le syriaque, l'hébreu, le chaldéen, vous voyez, il y a plusieurs langues, et ça vient, en tout cas, c'est la langue liturgique, en tout cas, de l'Église maronite. Et cette langue liturgique, ils ont tenu, en tout cas, à garder, c'est qu'aujourd'hui, la consécration se fait toujours en araméen. La deuxième particularité, c'est qu'il y avait à la tête de l'Église un patriarche. Il est toujours à la tête de l'Église. Il est cardinal à Rome, mais il est quand même, à la tête de l'Église. Et d'ailleurs, vous avez connu Vatican II, le schisme de Vatican II, tout ça, c'est pour vous dire en tout cas qu'est-ce que ça peut changer d'avoir un patriarche. Par exemple, le patriarche avait décidé de mettre plus lentement la réforme de Vatican II au Liban. Et du coup, elle est arrivée plus en douceur jusqu'aux années 90. On avait encore des prêtres qui célébraient dans l'église maronite dos au peuple et à l'ancien rite. Et du coup, l'ancien, le nouveau, ça n'a jamais posé de problème. Vous voyez, pour l'application, pas pour le fond. Pour le fond, les maronites, ils sont très catholiques, mais pour la forme, le patriarche, il a une certaine marge de manœuvre. Et la troisième particularité, c'est que les hommes mariés peuvent devenir prêtres. Et ça, c'est parce que, comme ils n'ont pas connu les changements de l'Église avant, ils n'ont pas connu en tout cas ce qui se passait avant, du coup ils ont continué en tout cas à ordonner des hommes mariés prêtres. Du coup, Saint-Louis en tout cas leur avait, il avait proposé au pape d'accepter ça, et que c'est pour cela aujourd'hui c'est une église de rattachement. Cette église de rattachement, dans les prêtres mariés par exemple, il y a la moitié des hommes mariés en fait, disons, chez les prêtres, parce que c'est un choix, il y a la moitié qui sont mariés, l'autre moitié célibataire. Les moines, bien sûr, sont tous célibataires. Voilà, leur famille. Pourquoi? Parce qu'il y a cette idée que on a besoin d'une famille. Les moines, ils ont leur famille, en tout cas cette famille, cette communauté, alors que les hommes mariés peuvent devenir quand même prêtres, même s'ils ont une famille. Voilà. Par exemple, dans ma famille, j'ai un évêque, j'ai 3 prêtres. L'évêque n'est pas marié. Il y a un prêtre qui a une famille et les 2 autres sont célibataires. Voilà, c'est le choix. Voilà pour l'histoire un petit peu, parce qu'on ne peut pas parler du Liban sans parler des Maronites. Même si j'ai parlé un peu plus que les autres, il n'est quasiment pas possible, parce qu'ils étaient quand même à l'origine,
Parce que au moment où la France est arrivée, ils ont eu un rapport étroit avec le patriarche, et le patriarche, à l'époque, avait consulté le patriarche pour savoir est-ce que vous souhaitez un Liban, le petit Liban, en fait, quel Liban? Le Liban, c'est la montagne du Liban, ça veut dire là où il y a essentiellement des Maronites. Et aujourd'hui, on parle du Grand Liban, c'est parce que le patriarche avait demandé d'élargir aux autres communautés le Liban. Et c'est là, ça a été élargi au-delà du mont Liban. Du mont Liban, ça veut dire, c'est-à-dire ce que le Liban il était élargi à d'autres communautés que les Maronites. Et c'était à la demande du patriarche. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le patriarche, il disait qu'il serait bien quand même d'avoir un bon rapport de voisinage, ne pas en tout cas se sentir comme une minorité, et que finalement on finira par être persécuté un jour peut-être, mais du coup ça a été élargi, et la raison pour laquelle on parle aujourd'hui du Grand Liban. Et ça c'était en 1920, les frontières ont été tracées, et en 1943 le Liban a eu son indépendance, parce que la France est partie, et du coup en 1943, il y a eu un accord, ce qu'on appelle oral, entre les communautés, pour dire, désormais, le président de la République, il sera maronite, le Premier ministre sunnite, le président de la Chambre chiite. Mais ce n'est pas écrit la Constitution, en tout cas c'est l'équivalent de la 4e Constitution française. Tout Libanais peut devenir président de la République. Il n'y a pas de mention de la confession ou de la communauté, mais c'est un accord entre les communautés de faire ainsi. Et c'est pour cela, aujourd'hui, on entend toujours parler, on dit le président de la République, il est toujours maronite. Oui, mais parce que c'est un accord. Sauf qu'il y a eu quand même des changements depuis. Il y a eu l'accord de Taïef en 1991, qui a réduit beaucoup les pouvoirs du président de la République. Et aujourd'hui, et même au Parlement, aujourd'hui, les Libanais, dans leur ensemble, en tout cas, ils sont tous quasiment à égalité. Pourquoi? Parce il y a les musulmans et les chrétiens. Les chrétiens ont la moitié du nombre de sièges dans la Chambre, en fait, à l'Assemblée nationale, et les musulmans l'autre moitié. Voilà, ça c'est en tout cas la petite introduction, on va dire, sur le Liban. Alors, en termes de christianisme, en termes de religion et de communauté, il y a aujourd'hui, alors certains disent 17, d'autres 18, mais bon, on va dire 18 confessions au Liban reconnues par l'État. Quand on dit reconnues par l'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, quand il y a la naissance d'un chrétien, s'il n'a pas un certificat de baptême, il ne peut pas avoir une carte d'identité. C'est un pays qui ne reconnaît pas la laïcité. La laïcité n'existe pas. Quelqu'un qui veut, par exemple, se marier laïquement,